Nous devons choisir le destin qui est le nôtre. Hervé Morin, vous adhérez à ce que dit le président Macron ? Bah oui, il est évident qu'une grande nation que nous sommes doit bien entendu à la fois assurer la sécurité intérieure et assurer sa défense, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, la question qui se pose, c'est comment, avec quelle méthode, quels moyens. Vous voyez, j'ai eu la chance d'aller sur votre chaîne dimanche. Au grand rendez-vous, c'est News Europe 1. J'ai eu plusieurs industriels de la défense qui m'ont dit, mais les commandes, on les attend toujours, quoi. Elles ne sont pas passées, les commandes. Non, bien sûr que non. Que des intentions de commande. C'est des intentions de commande. Donc, voilà, il y a un moment, et puis les commandes, on ne les passe pas, j'allais dire, simplement, puisque l'idée est de construire une architecture européenne, c'est d'avoir une vraie réflexion commune des nations, je dis bien, et pas de l'Union européenne, mais des nations qui, ensemble, décident de bâtir une architecture de sécurité. On voit bien quels sont les pays avec lesquels on doit discuter. Et donc, dans cette idée, et dans une programmation militaire, on augmenterait les moyens. Ce qu'il faut absolument faire, c'est jouer la complémentarité. J'ai des moyens de patrouille maritime, je vais assurer la surveillance maritime. J'ai des moyens de ravitaillement, je les mettrai à disposition le moyen de ravitaillement, malheureusement, c'est une grande faiblesse européenne. Mais bon, bref, faire en sorte que cette programmation en matière de défense, elle joue aussi la complémentarité entre nations qui, en quelque sorte, décident de passer un pacte de confiance. C'est ce qui est en train de se jouer, là, avec cette réunion des chefs d'état-major, vous pensez, ou pas, à Paris ? Si j'ai bien compris, la réunion des chefs d'état-major, c'est une réunion qui est chargée de faire le point sur comment renforcer la défense ukrainienne, si j'ai bien compris, c'est cela ? Il y a deux volets, il y a le réarmement européen et le soutien à l'Ukraine. Oui. Bon, le réarmement européen, ça passe pas d'abord par des chefs d'état-major, pardon de vous le dire, mais j'ai beaucoup d'estime pour eux. Mais ça passe d'abord par les ministres, par des chefs d'État et de gouvernement qui, dans une cadre d'une réflexion politique, décident de fixer une ambition politique. Qu'est-ce que je veux ? Quelles sont les zones d'intérêt de l'Europe ? Quelles sont les zones de responsabilité de l'Europe ? À partir de cette construction-là politique d'une ambition, quels sont les moyens que nous mettons en œuvre ? Quels sont, par exemple, quels sont les volumes de force qu'on veut projeter? Est-ce qu'on se sent capable de devoir projeter sur 2 théâtres ou un théâtre et un théâtre accessoire? Est-ce qu'on veut aller sur l'espace africain? Bien, il y a donc une seconde phase. Et ensuite, troisièmement, on met les industriels de la défense autour de la table pour dire comment on bâtit des programmes de recherche et développement pour avoir toutes les briques technologiques dont on a besoin, et enfin des programmes d'armement autant que possible européens, et non pas d'aller chercher des avions dont on sait qu'ils peuvent être arrêtés par les Américains quand ils décident de les arrêter. Hervé Morin, est-ce que vous pensez toujours qu'il y a une politique de la peur qui est faite en France, ou est-ce que le danger est là et il faut assumer de le dire? J'ai expliqué, j'ai dit depuis mercredi dernier que je trouvais que c'était excessivement exagéré. Charles Mignon disait la même chose que vous ce matin, chez Sonia Mabrouk. J'ai entendu. Bon, voilà, je pense que la diplomatie, ça se fait dans la confidentialité, dans la confidentialité de conversations qui ne sont pas... on pas besoin d'être étalées tous les jours dans la presse. Là, j'ai le sentiment qu'il avait été plus mesuré. Mais ce que je sais, parce que pour tout vous dire, j'ai eu tellement d'appels, tellement d'élus me disant ce que vous avez dit, c'est exactement ce que j'entends en permanence dans ma commune, dans ma circonscription, etc. Les Français ont bien vu qu'à travers cette exagération, on rejoint un peu, pardon de la comparaison, mais un peu la scène du Covid, quoi, du genre, je crée... je fais en sorte de redevenir l'acteur majeur de la scène politique française. Et puis c'est pas seulement ça, c'est également, pour reprendre ce point-là, c'est toute critique de la ligne officielle du président de la République est vue comme le fait que nous ne serions pas lucides, que nous ne serions pas patriotes, que nous ne serions pas alignés avec l'unité nationale. Il y a quand même ce sujet-là qu'on est en train de voir et qui existait déjà en effet pendant le Covid, où vous étiez contre le confinement, eh bien on vous disait que vous étiez tributaire finalement de la mort des gens. Pendant l'invasion en Ukraine en 2022, on a vécu la même chose, où si vous étiez en désaccord avec Emmanuel Macron, eh bien vous étiez un poutiniste, un poutinolâtre. On vit la même séquence aujourd'hui et c'est très inquiétant. Gauthier Lebret. Alors, je veux juste souligner
qu'en termes de communication en Arabie Saoudite, aujourd'hui, on parle de paix entre les représentants ukrainiens et les représentants américains. Nous, on réunit les chefs d'état-major. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'Emmanuel Macron prépare la guerre, mais enfin, quand vous réunissez les chefs d'état-major, surtout pas dire ça, ne dites pas ça. et que de l'autre côté, on parle de paix en Arabie Saoudite, il y a une sorte de hiatus. Après, je veux bien qu'il renvoie dos à dos la menace russe et la menace qu'est l'islamisme. Il me semble qu'il y a une vraie menace existentielle aujourd'hui qu'est l'islamisme et une menace qu'est la Russie. On peut refaire la liste en Afrique, dans les territoires d'outre-mer où ils insufflent un sentiment anti-français, les cyberattaques contre les hôpitaux. Mais cette menace n'est quand même pas du même ordre. Et puis quand Emmanuel Macron nous dit on lutte contre les deux menaces, vous trouvez que le président parle autant d'islamisme que de Russie en ce moment ? Alors évidemment, on a des agents de la DGSE absolument formidables qui déjouent très régulièrement des attentats en France. Et donc on lutte contre l'islamisme. Enfin, Mulhouse, c'était il y a 15 jours, un islamiste algérien qui poignarde un retraité portugais. J'ai pas l'impression que aujourd'hui l'islamisme pour Emmanuel Macron soit un sujet suffisamment pertinent pour prendre la parole à 20h. La Russie l'est visiblement. Pourtant, dans les rues de France, c'est pas les Russes qui tuent encore aujourd'hui. Oui. Alors ça, c'est un discours. Est-ce qu'il faut le tenir, Alexandre Devecchio, ou est-ce que là, vraiment, on outrepasse notre rôle ? Il faut le tenir. J'irais même plus loin. Il y a un décalage entre la volonté de réarmer sur le plan extérieur, que je soutiens parce que je pense que c'est le bon sens, même si la menace russe est une menace relative, c'en est une, et puis par ailleurs il y a d'autres menaces, mais il y a un décalage entre cette volonté-là et le désarmement qu'on constate sur le plan national et même européen, avec un état de droit, pardonnez-moi, européen, qui nous désarme totalement, notamment en matière migratoire. J'ai appris hier que le concept de jambisation existait dans ce pays. Ça veut dire la jambisation, c'est les... Qu'est-ce que c'est, Alexandre ? Parce qu'on ne sait pas tout ça. Je vais expliquer, parce que j'ai appris moi-même, mais c'est un phénomène en recrudescence, c'est-à-dire que les narcotrafiquants esquintent leurs adversaires mutiles dans les jambes. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument, je pense, hallucinant, qu'on n'aurait pas pensé vivre dans ce pays il y a 15 ans. Et là-dessus, j'ai l'impression que l'État ne prend pas du tout la mesure de la gravité en matière d'insécurité. Donc, pour qu'il y ait réarmement extérieur, il faut d'abord un redressement intérieur et un réarmement intérieur. Hervé Morin, je me tourne vers vous parce qu'on a peu de temps ensemble, donc je veux qu'on l'utilise à plein. Le réarmement de la France, il est possible. J'évoquais la dette française, qui est un véritable fardeau sur nos épaules, qui va sans doute obérer une partie de cet effort de réarmement. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité, encore une fois, de tous ceux qui ont dirigé ce pays à laisser grossir cette dette qui, de facto, même si on sort les dépenses de la défense de ce pactole-là, va nous amener quand même à être ralentis dans cet effort ? Au moins déjà, c'était une revendication ancienne de ministre de la Défense français qui était de dire l'effort militaire ne devrait pas être intégré dans la dette. Je me souviens de Michel Alliot-Marie dire cela. Deuxièmement, l'effort militaire, pardon, mais ça je vous le confirme, et j'attends quelqu'un qui me dise le contraire. Quand Emmanuel Macron annonce 100 milliards, ça repose sur rien. Et je me suis dit, 100 milliards, il y a dû y avoir des revues stratégiques, on a dû commencer à bâtir. Rien de tout cela. Ils viennent juste de la commencer, la revue stratégique. Et donc 100 milliards, c'est simplement le double de ce qu'on dépense aujourd'hui. C'est la seule explication qu'on peut avoir. 64 millions d'euros de remboursement de l'intérêt de la dette. Donc en clair, est-ce que c'est 100 milliards ? Probablement non. Déjà, si on fait 10, 20 ou 25 ou 30, enfin j'en sais rien, mais il faut le faire de toute façon à partir du moment où on sait exactement ce dont on a besoin et comment on bâtit cette unité capacitaire de nations européennes. Bien, deuxième point. Troisième point, là je pense que tout le monde ne va pas être d'accord autour de la table. On va voir. Mais je pense que ce serait ne pas rendre service du tout à l'effort de défense nécessaire si on mettait ça en contrepoint de la réduction de notre modèle social. Si on fait ça, je le dis, mais là c'est grave. Si on fait ça, on rompt toute capacité de bâtir l'unité nationale sur le... Donc on ne touche pas au volet social.
Je dis que 30% de notre budget, c'est les dépenses sociales, 2% la bien dépense sûr, sociale, mais je vous donne les chiffres. Mais par ailleurs, il ne faut pas le poser aujourd'hui dans la sûr, balance. pas au modèle social. Mais dire qu'aujourd'hui, l'effort militaire, comme C'est pourrait soit être... ça, soit ça. Ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour la capacité de la France à se dire, je vais me redresser et nous allons nous redresser, nous, Européens. Je rappelle encore que sur les 1000 milliards de dettes supplémentaires, 470 milliards, ce sont les retraites. Et on discute, là, en ce moment, on a un conclave sur les retraites. Oui, le conclave, il est en cours. Mais oui, c'est ça. Bon, voilà. Tout le monde a quitté la table. Et de toute façon, oui, bon, d'accord. Il n'y a plus un cardinal autour de la table, mais il continue. Très bien. Hervé Morin. Bon, mais il y a au moins une chose qui est certaine, c'est que si on veut sérieusement aborder la question des retraites, il faut mettre de la capitalisation en collectif complémentaire. Si on avait, j'ai vu cette étude économique extrêmement intéressante et très sérieuse, si en 1981, on avait donné aux smicards la possibilité de faire de la retraite complémentaire, en grosso modo en disant il y a une partie classique de solidarité et dans le même taux de cotisation, parce que bien entendu un smicard ne peut pas cotiser plus, mais dans le même taux de cotisation, il y a une partie qui irait dans la capitalisation. On estime aujourd'hui que la retraite de ceux qui sont au SMIC serait de 300 € de plus par mois. Ok. Bon, allez, dernier mot, Gauthier. Non, mais j'entends avant la votre pause, volonté de parce ne pas que toucher là, au modèle faut social. libérer monsieur Je note Morin. juste que on a eu deux premiers ministres qui ont été infichus de présenter un budget avec des économies. On a même voulu augmenter les impôts avec Michel Barnier. Tout à l'heure, Laurent Wauquiez disait sur Europe 1 que c'est pour ça qu'il avait refusé Bercy et que c'était une erreur de vouloir augmenter les impôts. On n'est pas capable de trouver une économie. Alors, il n'y a pas que le modèle social. On peut aussi supprimer le Haut Commissariat au Plan, par exemple. Voilà, ça c'est vrai. Toutes ces choses qui ne Mais servent à vous, ce rien. que vous dites, c'est qu'il ne faut Ce pas le que mettre je au même veux dire, moment. c'est qu'on ne doit pas le mettre au même moment. Ce serait une erreur grave de dire on va financer l'effort de défense de la France par la réduction du Vous avez modèle raison social. sur le modèle social, sur le CESE, je pense qu'on peut et l'ARCOM, on peut le mettre à tout moment. Alors, comme aussi 50 millions, allez hop, 50 millions pour l'aviation française. Allons. Le seul coût des intérêts de la dette en 2020. Monsieur Torres. Le seul coût des intérêts de la dette en 2027, ce sera 75 milliards. Donc il va falloir supprimer beaucoup d'agences de l'État si on veut arriver déjà à s'enlever ce coût-là. Mais l'heure est grave, Hervé Morin. Il faut se réarmer. Il faut qu'on arrive à un accord avec nos partenaires européens. Bien sûr, il faut mais qu'on avance. je vous rappelle que cette construction, c'est un autre horizon que l'horizon ukrainien. C'est un horizon, on mélange les deux. Il y a l'horizon qui est de renforcer autant que possible la sécurité des Ukrainiens, de faire en sorte que ce ne soit pas retombe pour eux, que ce ne soit pas une capitulation en race campagne, qu'il puisse y avoir un accord de paix qui donne des garanties de sécurité. Ça, c'est l'immédiat. Et je vous rappelle que ça se fait à Riyad, sans les Européens, vous l'aurez observé. Et de l'autre, il y a enfin des Européens qui se réveillent et qui décident d'assurer par eux-mêmes leur sécurité. Et ça, c'est un objectif à 10 ou 15 ans.